d'abord me présente. Je suis Jacques Brodeur. J'ai été professeur d'éducation physique et sport jusqu'en l'an 2000. Et je veux que cette conférence soit interactive. Toutes les 4 minutes, je m'arrêterai et j'ai une question pour vous. Je sais d'avance, parce que j'ai été dans plusieurs dizaines de collèges en France, qu'il y en a plusieurs parmi vous qui, avant d'écrire leur réponse, vont regarder sur la feuille de leur copain à côté. Et je ne veux pas. Je veux que chaque élève dans cette salle découvre et constate que l'opinion que tu as dans ta tête, même si tu ne l'as jamais expliquée à personne, elle est, ce matin, bonne. Tu n'as aucune inquiétude à avoir. Il n'y a personne qui va passer le moindre commentaire négatif sur ce que tu vas donner comme réponse sur ta feuille. Je vois 3 élèves seulement qui n'ont pas pu s'empêcher de regarder leurs copains. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui étaient dérangées pendant qu'ils essayaient de m'écouter. Jacques Brodeur, Québécois, qui a traversé l'océan pour venir vous parler. J'ai reçu l'invitation de la mutuelle qui, elle, avait reçu l'autorisation de la direction du collège. Et je me prépare à débuter. L'endroit où vous allez donner vos réponses à toutes les 4 minutes, c'est la feuille que vous avez en ce moment. Et voici la première mission que je vous confie. Et je vous dis, j'aurai à peine terminé la question, qu'il y en a qui vont se dire « Hein, quoi? » J'y vais lentement. Sur la feuille, vous allez me donner vos réponses pendant 1h30. Première ligne en haut de la feuille. Ton crayon ne bouge pas, tes 2 yeux sont bien tournés vers moi et tu enregistres dans ce puissant cerveau. Tu enregistres comme il faut les questions. Et quand j'aurai fini la question, là, tu mets ta réponse. Sur une seule ligne. Une seule ligne en haut de la feuille. Ton prénom? Non, le crayon ne bouge pas. Déjà. Je recommence. Sur une seule ligne en haut de la page. Ton prénom, ton nom, ton âge, ta classe. J'ai entendu 3 voix seulement. Prénom, nom, âge, classe. Tu sautes une ligne et t'écris le nom de ton collège, s'il te plaît. Tu sautes une ligne et tu écris dans la marge le chiffre 1. Et tu réalignes tes yeux avec les miens et je suis prêt au décollage. Quand j'ai pris l'avion pour venir chez toi, j'ai entendu une voix au haut-parleur dans l'avion qui disait « Mesdames, Messieurs, en préparation du décollage, attachez votre ceinture. » Il y avait un gars à côté de moi, il n'attachait pas sa ceinture. Il y a une dame qui est passée poliment dans toutes les régions, dans toutes les rangées, et qui a regardé. Et le gars, il était un costaud, hein, un sportif, style rugby. Et quand elle a pointé, elle a dit « Monsieur, on attache notre ceinture. » Je savais, moi, que quand tu n'attaches pas ta ceinture, puis qu'il y a un souci au décollage, mon joueur de rugby, il se fracasse la tête au plafond. Moi, je le savais, moi, mais lui, non, il se pensait à l'abri. Elle lui a répété 2 fois, et il a attaché sa ceinture. Moi, mesdames, messieurs, sur vos chaises, pour ce matin, il n'y a aucune ceinture. Mon seul contact avec les élèves qui sont devant moi, c'est ton regard aligné avec le mien.
Et tous les élèves qui vont être distraits, ils viennent de perdre un bout du voyage. Jacques Brodeur, 76 ans, il est devant la salle, et la première chose qu'il nous explique avant de commencer, c'est qu'il aime les écrans. J'aime les écrans autant que n'importe qui est dans cette salle. Mais, je déteste, j'enrage quand je constate les dommages que les écrans font au cerveau des enfants. Le premier dommage que j'ai constaté, vous n'étiez pas né. C'était 1986. Et je découvre que les émissions de télévision les plus violentes au monde étaient des émissions pour enfants. Des dessins animés. Et je sais que les 2 dessins animés les plus regardés par les enfants en 1986 comportaient, véhiculaient, transportaient 84 actes d'agression à l'heure dans G.I. Joe et 81 actes d'agression à l'heure dans Transformers. Je vis au Canada et à une heure de voiture de chez moi, je suis aux États-Unis. Je sais très bien que l'émission arrive des États-Unis. Je découvre quelle chaîne rapidement, ABC. C'est les élèves qui me le disent. Je communique avec la chaîne ABC pour poser des questions à quelqu'un qui a préparé l'émission. On me dit que ce n'est pas un employé de la chaîne. Ah non. Alors, qui a préparé l'émission? Monsieur, notre chaîne est payée par une compagnie qui a préparé l'émission et on est payé chaque année, tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre, tout le mois de novembre et tout le mois de décembre pour passer le programme. Je m'informe pour savoir quelle est cette généreuse compagnie qui prépare des émissions et qui paye une chaîne pour les passer telles quelles. La chaîne n'a besoin d'engager aucun membre de personnel. Pas de dessinateur, pas de concepteur, pas de scénariste, rien du tout. L'émission arrive toute prête. On me dit que la compagnie qui prépare l'émission s'appelle, les 2 émissions s'appellent Hasbro. H-A-S-B-R-O. Je sais très bien que Hasbro est une compagnie qui fabrique des jouets. Et une fois qu'elle les a fabriqués, les jouets, elle les vend. Je communique avec la chaîne Hasbro. Est-ce que c'est bien vrai? On me confirme que oui. Et on me confirme que Hasbro paye une chaîne différente dans 50 pays du monde pour passer la série G.I. Joe et Transformers. Une fois par jour en anglais. Tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre, tout le mois de novembre. Et au mois de décembre. Ça m'a pris quelques temps avant de comprendre. Les enfants, ils demandent quoi comme cadeau? La compagnie a préparé les cerveaux à vouloir obtenir comme cadeau, à Noël, des G.I. Joe et des Transformers. Jacques Brodeur termine le premier chapitre de sa conférence de ce matin. Voici ma question. Et ta réponse est aussi bonne, 1000 fois meilleure que la personne assise à côté de toi. Donc, tu ne te laisses pas déconcentrer. Après m'avoir écouté pendant 4 minutes, tu fabriques avec ton cerveau une petite phrase courte dans laquelle tu mets ce que tu trouves important de retenir dans ce que je viens d'expliquer. 60 secondes. J'ai vu un seul élève regarder sur la feuille d'à côté. « 30 secondes. Et ta réponse est bonne.
Si tu as fini de l'écrire, relis-la pour être sûr que je pourrai la comprendre. Aucune inquiétude à avoir. Je te l'annonce avant même de l'avoir lu. Ta réponse est bonne, mais je veux qu'elle soit complète. Quand c'est fait, encore dans 10 secondes, je me prépare au chapitre 2 de ma conférence. Félicitations à tous les élèves. Et je les connais, hein, je les ai identifiés dès que j'étais entré dans la salle tout à l'heure. J'ai identifié tout de suite les élèves qui auraient envie de regarder leurs copains et leurs copines. Je les ai tout de suite vus. Et je les félicite, parce que jusqu'à maintenant, c'est formidable. Chapitre 2. Jacques Brodeur découvre en 86 que la compagnie Hasbro, pour manipuler les enfants et leur faire désirer ses jouets, pour que le Père Noël, ou leur papa, leur maman, leur grand-papy, leur mamie, leur oncle, leur tante, leur offre en cadeau des G.I. Joe ou des Transformers, je sais très bien que le truc de la violence, il marche. Et je sais maintenant, plusieurs années plus tard, pourquoi la compagnie qui veut faire désirer des jouets aux enfants bourre l'émission de violence. Parce que, mes chers amis, les deux plus anciens et pires ennemis des êtres humains, les deux pires, sont la violence et l'ignorance. Et l'ignorance, pour la combattre, on a inventé l'éducation. Et l'école pour tout le monde, c'est tout récent, mes amis. Dans l'histoire du monde, il y a 100 ans, c'est pas tout le monde qui allait à l'école. Maintenant, tout le monde a le droit d'aller à l'école. Parce qu'il y a du monde qui se sont battus pour dire, nous, les enfants pauvres, on a le droit d'envoyer nos enfants à l'école. Alors, mesdames, messieurs, que quelqu'un profite de l'ignorance des enfants devant la violence, qui est le pire ennemi de l'humanité, depuis 50 000 ans. Et pourquoi le pire ennemi de l'humanité, c'est la violence? Parce que, mesdames, messieurs, s'il y a 50 000 ans, il n'y avait pas eu un monsieur et une dame qui soient capables de tuer un prédateur quand il vient s'attaquer au bébé, on ne serait pas là, aucun d'entre nous. La violence est notre pire ennemi parce que pour nous protéger de la violence, nous, on n'a pas les facultés qu'a une chèvre, un mouton, un veau, un bison, qui, eux, en l'espace de 48 heures, ils sortent du ventre de leur maman. La maman les lèche, les essuie. En 48 heures, ils sont debout en train de galoper. Un être humain, à 1 an, il ne galope pas encore. Il tient à peine debout sur ses jambes. S'il n'y avait pas eu un papa et une maman pour le protéger jusqu'à 1 an, jusqu'à 2 ans, jusqu'à 5 ans, jusqu'à 10 ans, on ne serait pas là, mes amis. C'est pour ça que le plus vieil ennemi de l'humanité, c'est la violence. Et qu'une compagnie de jouets qui, pour faire désirer ses jouets, présente des scènes violentes qui sont cachées derrière un écran, ça marche. On a ça imprimé dans nos gènes. La violence, ça nous fait peur, ça nous terrorise, et là, on peut rester assis pendant des heures et des heures, chaque jour, à laisser toute cette violence-là entrer dans nos cerveaux. Et il y a des papas et des mamans qui n'ont pas regardé l'émission, donc ils ne savent pas ce qui rentre dans la tête de leur enfant. Moi-même, je ne m'en étais pas rendu compte avant 1986. Je proteste, mes collègues et moi, on proteste, et on était des forts en protestation. On écrit au gouvernement, tous les gouvernements du Canada et du Québec, pour leur dire, il y a quelqu'un qui urine dans le cerveau de nos enfants. Non, il n'urine pas. Il fait simplement imprimer dans leur cerveau des images violentes, et il y en a parmi ces enfants-là, ne faisant pas la distinction entre fiction et réalité, qui arrivent à l'école et qui se mettent à s'amuser durant l'émission, à jouer à G.I. Joe. La même compagnie, en 1989, utilise le même stratagème bourré de violence avec les Tortues Ninja.
Est-ce que quelqu'un a connu les Tortues Ninja dans cette salle? Merci, j'ai entendu juste 3-4 sons. Merci beaucoup. Et j'en ai plusieurs questions comme ça, et si vous restez silencieux, je vais pouvoir en poser plus. Tortue Ninja est encore plus violente que G.I. Joe dans Transformers. Et les enfants, à la récré, ils jouent à quoi? En 93, la même compagnie utilise le même stratagème avec les Power Rangers. Qui connaît les Power Rangers? Merci. Je vois des élèves qui ont souri, c'est très bien. Des élèves qui ont tourné la tête pour regarder leurs copains, non. Tu restes avec moi, s'il te plaît. Et en 99, les Pokémon. Bravo, c'était formidable. Tout le monde, au Québec, au Canada et aux États-Unis, adorait Pikachu. Et à la récré, la semaine dernière, au Pays Basque, la semaine d'avant, en Loire-Atlantique, les enfants, ils ont quoi à la récréation? Leur petite carte des Pokémon. La compagnie qui a fabriqué la série a fait des fortunes. Grâce à l'utilisation d'un ingrédient qui est gravé dans nos gènes, qui est la violence. On aime tous ces enfants-là, ils adorent Pikachu. Et moi, je n'ai pas disputé aucun de ces enfants-là, j'étais content, et je leur ai répété comme à vous, que j'aime les écrans, mais je n'aime pas ce que les écrans font aux enfants. Et qu'est-ce que j'ai pas aimé dans les Pikachu, G.I. Joe, Transformers, Tortue Ninja, qu'est-ce que j'ai pas aimé? C'est le comportement des enfants dans les cours de récréation. Dans toutes les cours de récréation de toutes les écoles des États-Unis, on joue aux Tortues Ninja. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait mal aux autres. Lui est sûr, celui qui fait mal aux autres, il est sûr qu'il est un héros, il est sûr qu'il est un bon. Et quand il fait mal à quelqu'un, la personne n'est pas méchante, elle ne joue pas dans l'émission, la personne. Elle pleure. On a donc du personnel adulte qui est engagé, payé pour éduquer des jeunes, éduqués, qui sont obligés de disputer le garçon qui s'est pris pour une tortue et de consoler celui qui a reçu le coup de pied de karaté dans le menton. Soigner des élèves qui font mal aux autres et soigner celui qui s'est fait faire mal par l'autre. Deuxième chapitre terminé. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Tu me fais une petite phrase dans laquelle tu ne peux pas tout mettre. Il faut que tu choisisses. Qu'est-ce qui est important de retenir dans ce que je viens d'expliquer, s'il vous plaît? C'est parti, 60 secondes. Toutes les réponses sont tellement bonnes que quelqu'un pourrait écrire sur sa feuille au numéro 2 « Je ne trouve rien d'important à retenir au chapitre 2 ». Je ne pourrais faire aucun reproche à cet élève-là. Il m'a dit ce qu'il pense. Qu'est-ce que tu trouves important de retenir dans le chapitre 2? « 20 secondes. Quand ta phrase est terminée, tu la relis pour être sûr que je comprendrai. S'il manque un mot, des fois tu écris vite, là, puis il te manque un verbe, bon, tu peux l'ajouter. Fais pas de rature. Si tu as fait une erreur, fais juste le mettre en parenthèse, je comprendrai que le mot, tu ne voulais pas l'écrire. Chapitre 3. Jacques Brodeur. Il est content des troisièmes, parce que c'est la concentration parfaite. Je proteste 86, 87, 88. Chaque année, on fait des protestations. Et on envoie des lettres aux parents pour dire « Laissez plus regarder ces saloperies-là aux enfants. » C'est fait pour manipuler les choix de jouets à Noël.
Plusieurs parents trouvent que ça a beaucoup de bon sens. Ils vérifient si ce qu'on dit, c'est vrai, et puis ils s'aperçoivent qu'on a raison. Et en l'an 2000, à toutes les fois, on écrit au gouvernement du Canada et du Québec. Toujours des belles petites réponses polies. Bravo, M. Brodeur, c'est très bien le travail que vous faites, on apprécie, on lit tous vos travaux, toute votre documentation. Mais il ne bouge pas le petit doigt. Hasbro n'est pas dérangé dans son stratagème. Et en 2001, le Conseil supérieur de l'éducation du Québec, la haute autorité en éducation, publie un rapport sur l'augmentation des élèves avec troubles de comportement dans les écoles élémentaires. Le rapport aurait pu être écrit dans n'importe quel État des États-Unis et dans n'importe quel pays d'Europe. Entre 1985, nous dit le rapport, le nombre d'élèves avec des troubles graves du comportement a triplé en 15 ans. Voilà donc que le stratagème de Hasbro et de la chaîne qui passe le programme a marché. Ils ont vendu beaucoup de jouets. On les informe qu'il y a des troubles de comportement qui ont augmenté. Ils s'en fichent. C'est pas nous, nous disent-ils, qui élevons les enfants. Nous, on fait des programmes de télé. C'est aux parents à élever les enfants. Si les émissions ne sont pas bonnes, ils n'ont rien qu'à faire ma télé. C'est leur réponse. Et deux, ils nous disent à nous, puisque vous enseignez, pourquoi vous ne montrez pas aux élèves à fermer la télé? Ils se moquent de nous, finalement. On est en 2001, on a confirmation, après 14 ans de protestation, que regarder des émissions violentes, ça influence le comportement. Et la même année, il nous arrive une nouvelle de Californie. Un professeur de médecine a fait une expérience. Thomas Robinson, professeur de médecine à l'université Stanford. Si tes deux yeux sont tournés vers moi, et pas vers le bout de tes doigts, le bout de tes doigts, tu le regarderas après la conférence. Le docteur Thomas Robinson fait une expérience. Il n'y a pas juste une opinion, lui. Il veut vérifier. Il trouve deux écoles de San Jose, Californie. San Jose, Californie. Deux quartiers de la ville à peu près égaux, semblables, au plan socio-économique. Donc, il n'y a pas plus de riches dans un que dans l'autre, puis il n'y a pas plus de pauvres dans un que dans l'autre. Il prend trois mesures, Robinson. La fréquence des paroles violentes. La fréquence des gestes violents. Coup de pied, coup de poing, bagarre. Il prend aussi des mesures sur l'adiposité. Une petite pincée de peau à la taille, une petite pincée de peau sous le bras, avec un adiposomètre, un mesureur d'adiposité. Et plus il y en a épais, plus la personne est ronde, plus elle a risque de souffrir d'obésité. Et Robinson prend une troisième mesure. La fréquence de l'asticotage des parents par les enfants pour se faire acheter des produits qu'ils ont vus annoncés à la télé. Ça peut être des jouets, ça peut être des céréales. Il donne à une école rien du tout. On continue d'enseigner comme l'année d'avant, à l'école B. Dans l'école A, il fournit au personnel de l'école un cahier qui contient 18 leçons. 18 leçons pour préparer les élèves à vouloir réduire le temps qu'ils passent devant la télé et les jeux vidéo. Il n'y avait pas encore le téléphone de la tablette. Thomas Robinson publie les résultats, mes chers amis. Diminution de la violence physique de 40%, 4 coups de pied sur 10, 4 coups de poing sur 10, 4 bagarres sur 10 n'ont pas lieu. Tu n'as pas besoin de donner des punitions, tu n'as pas besoin de consoler celui qui s'est fait faire mal. Il n'y en a pas. 50% de diminution de la violence physique. Je me suis trompé. 40% de diminution de la violence physique, 50% de diminution de la violence verbale, paroles méchantes, des saloperies qu'on peut dire, qu'on entend à l'école. Il y a des élèves qui les répètent.
Diminution de l'adiposité, diminution de l'asticotage des parents dans l'école qui applique les 18 leçons. Moi, j'entends parler de ça, je ne veux pas attendre, moi. Californie, c'est dans le sud-ouest des États-Unis. Moi, je vis dans la partie nord-est de l'Amérique du Nord. M. Robinson ne peut pas m'envoyer ces documents. Je décide que je vais moi-même essayer un programme de réduction du temps que les enfants passent devant l'écran. Et je crée, avec des collègues, le défi de la dizaine sans écran. Et dès les 2 premières écoles, succès phénoménal. Nous, on ne mesure pas seulement 3 choses, on mesure 25 choses. Y compris, est-ce que l'humeur des enfants change? Parce que j'avais déjà fumé, moi. Et je sais très bien que quand tu essaies d'arrêter de fumer, tu deviens irritable, détestable, insupportable. Pourquoi? Parce que dans le cerveau du fumeur, il y a un subconscient. Et le subconscient, quand il est privé de nicotine, il t'oblige, toi le fumeur, à devenir insupportable pour tes propres enfants. Et quand, après avoir arrêté de fumer pendant 2 jours, 3 jours, tu es insupportable, tes enfants, ils te disent quoi? Papa, va te racheter un paquet de cigarettes. Le subconscient a gagné, et la nicotine aussi a gagné, et la compagnie qui nous vend des cigarettes a gagné. Je vérifie, est-ce que les défis sans écran vont mettre les élèves aussi détestables? Pas du tout. Les enfants ont été de meilleure humeur que d'habitude. C'était des enfants, ce n'était pas encore des ados. Les ados, je les garde pour quelques chapitres plus loin. Mesdames, Messieurs, fin du chapitre 3, qu'est-ce qu'on retient de ce que Jacques Brodeur vient d'expliquer? C'est parti. Une phrase courte avec les mots importants à retenir de ce qu'il vient de raconter. Vos réponses sont bonnes. « 20 secondes. Je saute une ligne et j'écris dans la marge le chiffre 4. Number 4. Numero 4. Je ne sais pas en italien. Et je l'apprendrai. Pourrais nous dire, Alessandro? Numero 4. Numero 4. Comme en espagnol. Oui. Alors, je sais qu'en italien, ce ne sera pas QUA, ça va être CUA, je crois. C'est bien. Merci, Alessandro. Les yeux sont bien tournés vers moi pour le chapitre 4. Chapitre 4. Jacques Brodeur découvre, en lisant les nouvelles, dans une revue spécialisée sur la santé mentale des enfants, qu'un professeur des États-Unis qui vient de découvrir que Bob l'éponge, sans violence, réussit à capter l'attention aussi bien que G.I. Joe et que les Tortues Ninja et que les Pokémon. Dimitri Christakis nous prouve, il découvre, que Bob l'éponge obtient le même résultat. Il décide de faire une étude, parce qu'il est professeur de pédiatrie. Il est pédiatre. Il est spécialisé, médecin spécialisé pour les enfants, les bébés naissants et en montant. Il découvre que de plus en plus de parents qui arrivent avec leur enfant n'est pas capable de rester attentif à quelque chose. Toujours distrait. Il les fait donc venir ici aujourd'hui. Il y a des chaises sur le tour de la salle. Et les parents s'assoient sur les chaises, avec leur enfant assis à côté d'eux ou sur leurs genoux. Et Dimitri Christakis a déposé sur le plancher
une grosse pile de Lego. Aussi beaucoup de pâte à modeler. Et à côté, aussi beaucoup de petites voitures. Et il dit aux parents, quand vos enfants en auront envie, laissez-les venir pour qu'ils viennent s'amuser. Ça prend à peu près 5 minutes et tous les enfants quittent leurs parents et viennent s'amuser. Il les laisse s'amuser pendant 15 minutes, sans aucun problème. Pas de dispute, pas de bagarre, pas de cris. Et au bout de 15 minutes, Dimitri Christakis prend sa télécommande et appuie sur le bouton Play. Et la télévision commence à jouer un DVD de Bob l'éponge. En 60 secondes, tous les enfants, y compris celui qui est absorbé par la pâte à modeler, tous les enfants cessent leur jeu et regardent l'écran pour voir ce qui se passe. Ils sont contents, ils retrouvent un ami qu'ils connaissent très bien, Bob l'éponge. Et pendant 15 minutes, sans aucun acte de violence, un personnage rigolo capte leur attention. Dimitri Christakis examine comment l'émission est faite. Il s'agissait d'y penser, moi j'y avais pas pensé. En faisant changer les images toutes les 4 secondes, l'enfant n'a pas fini d'en regarder une, il y en arrive une autre, et une autre, et une autre. L'enfant reste collé, le regard tourné vers l'écran pour surveiller ce qui va se passer. J'apprends donc, grâce à Dimitri Christakis, mes chers amis, que plus un enfant regarde la télévision quand il est petit, plus quand il arrive à 8 ans, 9 ans et 10 ans, il a des difficultés à rester concentré. Et quand un enfant a de la difficulté à rester concentré à 8 ans, 9 ans, 10 ans, quand il arrive en 3e, quelle idée lui passe par la tête? D'abandonner l'école. Il n'est pas capable d'écouter le prof. Il fait des efforts pour écouter le prof. Mais non, il n'a pas été entraîné quand il avait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans à se concentrer pour écouter chaque mot. Puis, avec son cerveau, fabriquer une image. Non, il a pris des images toutes faites qui arrivaient de la télévision et son cerveau à cet enfant est devenu accro aux écrans, incapable de rester concentré quand le professeur explique. Imagine-toi, avec un prof à l'élémentaire, c'est déjà difficile. Imagine-toi quand tu arrives en 3e puis tu as 5, 6, 7, 8 profs. Rester concentré à tous, c'est impossible. Alors cet élève, il pense qu'il n'est pas intelligent. Jacques Brodeur a une grande nouvelle pour tout le monde qui est dans cette salle ce matin. Un élève pas intelligent, ça n'existe pas. Faire à croire à un adolescent qui n'est pas intelligent et lui donner envie de quitter l'école, ça marche. Et cet enfant qui a de la difficulté à rester concentré, quand il regarde par la fenêtre, il pense que dehors, quand il va avoir quitté l'école, c'est la liberté. Yes! Et c'est un sacré mensonge que la télé vient de lui jouer à son cerveau, de lui faire croire qu'il n'est pas intelligent. S'il y a un élève dans cette classe, dans cette salle, en 3e, qui n'est pas sûr d'être capable de finir son année avec des bonnes notes, je lui annonce tout de suite que je n'ai pas traversé l'océan pour rien. Tu fermes les écrans pendant 1 mois et tu vas voir grimper tes notes. Paf! Il faudra même que tu fasses attention parce qu'ils vont monter tellement fort que les profs et tes copains vont penser que tu as triché. Concentration, capacité d'attention, déficit de l'attention, distraction perpétuelle. J'ai fini mon chapitre 4. Qu'est-ce que tu retiens de toutes ces explications-là? Liberté totale. C'est parti. Secondes.
6. Merci beaucoup. Relisez votre phrase pour être sûr qu'elle est complète et compréhensible, parce que j'ai l'intention de les montrer, vos réponses, à un journaliste. Peut-être 2. Pour qu'il voit ce qui arrive à un cerveau d'adolescent, de 3e, quand on lui pose des questions, pour exercer son jugement critique. J'ai placé à l'écran une des 600 diapositives que je transporte avec moi. J'en ai choisi une pour vous. C'est celle de votre cerveau. Regardez bien ce que savent les fabricants de jeux vidéo, les fabricants de réseaux sociaux, les fabricants de dessins animés pour enfants. Tout ce monde-là savent exactement quoi faire apparaître à l'écran pour que ton cerveau ait envie de rester longtemps et de revenir souvent. Eux, ils savent comment ça marche, le cerveau. J'ai vu une seule tête tourner, c'était très bien, tout le monde est concentré. L'image qui est à l'écran du téléphone, sur cette photo, le téléphone ne peut pas entrer dans ton cerveau, ni l'image. Que fait ton cerveau? Il est fort, ton cerveau. Il surveille tous les petits. Ça va? Il surveille tous les petits détails qu'il y a sur l'image. Et que fait l'œil et le fil électrique qui est derrière l'œil, qui s'appelle un nerf optique? Il transporte tous les petits détails qu'il y a sur l'image et il envoie ça au centre de ton cerveau, la partie rouge. Et ton cerveau refabrique l'image qui est à l'écran. C'est formidable. S'ils ont mis sur l'image des choses qui te font fâcher, qui te font de la peine, qui te font peur, c'est ce qu'ils veulent. Et pour être sûr que tu reviens longtemps, ils ne peuvent pas mettre rien que de la peine, de la peur puis de la colère. Ils ajoutent quelque chose qui te fait terriblement plaisir. Ils ont trouvé quoi mettre à l'écran pour que ton cerveau fabrique lui-même une drogue puissante qui s'appelle de la dopamine. Et quand ton cerveau produit une dose de dopamine, c'est la colonne orange verticale qui est au sommet du crâne, du cerveau, ton cerveau est tellement content que tu continues à jouer avec ton écran puis tu glisses tes doigts pour en revoir, pour en revoir, pour en revoir et pour en revoir encore. Tous ces fabricants de jeux vidéo et de réseaux sociaux et d'émissions de télévision pour enfants, dessins animés ou pas, il y a un endroit dans ton cerveau où ils ne mettent jamais de stimulation. C'est l'endroit où tu peux te rendre compte qu'ils sont en train de profiter de toi. Et cette partie du cerveau, ça s'appelle un lobe frontal. Sur l'image qui est au tableau, c'est bleu pâle. Tout le monde en a un. Il y a des élèves qui l'ont développé un petit peu, minimalement. D'autres élèves qui l'ont développé pas mal plus. D'autres élèves qui l'ont développé beaucoup. Aux États-Unis, à côté de chez nous, il y a du monde qui ne l'ont tellement pas développé que quand ils écoutent le nouveau président qu'ils ont, qui compte au moins un mensonge par jour, des fois 3 ou 4, ben ils s'en rendent pas compte. Ils trouvent que le gars donne un bon show, un bon spectacle. Jacques Brodeur veut donc que les élèves qui sont dans cette salle, qui ont des mauvaises notes, qui se disputent souvent avec leurs parents, ou avec leurs frères ou sœurs, ou avec leurs copains, ou avec d'autres élèves du collège, Jacques Brodeur, qui aime ces élèves-là plus que les écrans, voudrait que les élèves de cette salle, et peut-être cet après-midi les 4e, demain matin les 6e, demain après-midi les 5e, je voudrais proposer aux élèves un sport
plus dur que tout ce que tu as jamais vu. Un sport terrible. Et quand on joue à ce sport, mes chers amis, la partie de toi qui gagne le plus de puissance, c'est ton lobe frontal. Lobe frontal. Ou bien Jacques Brodeur est complètement fou. C'est possible. Il y a des fous partout. Je viens d'en avoir ici un ce matin. Ou bien il a trouvé quelque chose qui pourrait nous rendre service. Tu ne le sauras jamais, à moins d'essayer. Ce sport que j'ai inventé, il s'appelle Défi 10 jours sans écran. C'est pas dur, rien que parce que ça dure 10 jours. Parce que j'étais joueur de football américain, moi. Un match de football américain, c'est 1 heure. 4 quarts de 15 minutes. Et jouer au hockey, chez moi, ça cogne. Ta vie est en danger perpétuel. Au hockey et au football américain. Par chance, je n'ai pas été blessé, jamais. Mais j'ai inventé un sport plus dur que le football américain, où les joueurs sont tous plus gros et grands que toi. Et je veux que tu apprennes à devenir plus fort qu'eux. Qui compose l'équipe adverse? Des captologues. Captologues. Captologie? Qu'est-ce que c'est ce truc? Captologie, alors, est une nouvelle science dont tu ne connaissais même pas le nom. Tes parents non plus. Donc, quand tu leur expliqueras ce soir, s'il te plaît, explique-leur que la captologie, c'est une nouvelle science. C'est une combinaison de psychologie, neurologie et technologie. Il y a donc, en ce moment, au moment où je vous parle, 80 élèves. En ce moment même, il y a plusieurs dizaines de milliers de captologues qui sont en train de préparer des stratagèmes pour attraper ton attention demain matin, demain midi, demain soir, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. C'est déjà en train de se préparer. Captologie. Et c'est pas pour te rendre service. Ils inventent et leur patron les paye pour que tu aies envie de regarder dès que tu te réveilles le matin. Ils vont même payer leurs employés pour que tu aies envie d'allumer le téléphone durant la nuit. Ils sont forts et ils sont bien payés, mieux payés que tous tes papas et tes mamans. Et je voudrais que tu me dises, au chapitre 5, qu'est-ce que tu retiens de ce que je viens de t'expliquer. C'est parti. « 4, 3, 2, 1 seconde. Numéro 6. Parmi les trucs inventés par ces captologues, il y a les jeux vidéo. Et parmi les jeux vidéo, il y a des jeux vidéo où on gagne des points quand on tue. Il y en a où on gagne des points et on n'a pas besoin de tuer. J'ai découvert tout récemment que Candy Crush est aussi un jeu addictif. Est-ce que quelqu'un a déjà joué à Candy Crush? J'ai vu 2 têtes tourner. Merci. Il y a d'autres élèves qui savent donc comment fonctionne Candy Crush. Il y en a d'autres qui sont très gros, très amateurs de Call of Duty. Ta tête n'a pas tourné, parce que la personne que tu peux regarder a tendance à se déconcentrer. Merci. On arrive à un endroit très sensible. Dans le cerveau humain, là, il a besoin de beaucoup d'efforts pour rester concentré. Il y en a d'autres qui jouent beaucoup à Fortnite. Et à tous les programmes et les jeux que j'ai nommés, tu n'as jamais vu dans mes yeux de colère. Jamais. Merci. Mesdames, Messieurs, 3e, voici la question. Parmi tous ces jeux vidéo, tu en as essayé quelques-uns. Si tu n'en as jamais essayé, tu as des amis qui en ont essayé. Tu réfléchis comme il faut avant de répondre.
Je voudrais que tu écrives sur ta feuille au numéro 6 le nom d'un jeu vidéo très, très, très accrocheur. Et quand tu essayes d'y jouer, tu restes prisonnier et tu deviens accro. Tu réfléchis comme il faut. Tu en connais plusieurs des jeux vidéo. J'en cherche un, moi, que tu vas choisir toi-même, un qui est plus accrocheur que les autres, qui peut me rendre accroché aux jeux vidéo, comme la nicotine rend une personne accrochée à la cigarette. Le nom d'un jeu vidéo plus accrocheur que les autres. Il va y avoir la porte qui ouvre de temps à autre, puis qui referme, on ne s'en occupe pas. On reste concentré. Jeux vidéo accrocheur, j'ai la réponse de tous mes amis de 3e. Je saute au numéro 7. Parmi les stratagèmes utilisés pour capter de l'attention, ils veulent notre attention. Ils veulent qu'on regarde longtemps et qu'on revienne souvent regarder. C'est pour ça que le patron les paye, les captologues. Les réseaux sociaux, c'est pas comme les jeux vidéo. Mais ça produit le même résultat. Dopamine. Il y a des élèves, dès que je prononce le nom de leur réseau social favori, immédiatement, je vois leur visage s'illuminer. Et tout de suite, leur tête tourne toute seule. Ils n'ont pas besoin de dire à leur tête, regarde ta copine. Non, non, clique. Est-ce que quelqu'un dans cette salle connaît Instagram? Merci. Est-ce que quelqu'un dans cette salle qui ne mange pas son crayon connaît Snapchat? Merci. Encore une fois, tu n'as jamais vu l'ombre d'un reproche dans mes yeux. Est-ce que quelqu'un dans cette salle va sur Facebook? Ça confirme ce que je pensais, ce que j'ai constaté dans d'autres collèges. Et est-ce que quelqu'un dans cette salle va sur TikTok? Merci. Mesdames, Messieurs, voici ma question numéro 7. Number 7. Oui, number 7. Numéro 7. Parmi tous les réseaux sociaux que tu connais, d'après toi, lequel est le plus accrocheur? En y allant, tu risques d'être coincé pour y retourner souvent et rester longtemps. Réseau social accrocheur. Je saute une ligne et j'arrive au numéro 8. Numéro 8, je commence mon explication et tu commences déjà à vérifier tous les petits détails que tu vas retenir et que tu vas mettre dans ta phrase quand j'aurai fini. Que se passe-t-il quand je joue à Fortnite ou à Call of Duty ou à n'importe quel jeu où on me récompense pour tuer? Que se produit-il dans mon cerveau? On ne fait pas rien que me faire plaisir. Il y a un prix à payer pour avoir ce plaisir à tuer souvent. Le prix à payer, c'est que mon cerveau devient, je le dis lentement pour que tu le retiennes tout à l'heure, tu décideras si tu le mets dans ta réponse. Le résultat s'appelle désensibilisation. Et quand je suis désensibilisé, on me fait des soucis de moi. Voici ce que tu perds quand tu deviens désensibilisé. Tu perds de l'empathie. Le même pouvoir que nos ancêtres avaient il y a 50 000 ans, le pouvoir de prendre soin et de porter secours. Quand les lions se mettent à chasser un troupeau de buffles ou de gazelles, les gazelles et les buffles, ils se sauvent. Les êtres humains, ils ont dû se sauver eux aussi. Mais ils ont découvert que se sauver, c'était pas très bon. On devrait plutôt attraper celui qui nous fait peur, qui veut dévorer nos enfants, et on va y enlever le goût de venir chasser nos bébés. C'est ça qu'ils ont inventé. Ils ont pris soin de leurs enfants et ils ont porté secours.
empathie. Ils ne l'avaient pas perdu, ils l'ont gardé, ils l'ont entretenu. C'est grâce à l'empathie qu'on est là, tous, nous. On est là à cause de l'empathie de nos ancêtres. Il y a 50 000 ans, il y a 20 000 ans, il y a 10 000 ans, il y a 5 000 ans, une chance qu'on avait de l'empathie. Et c'est ce qui nous a permis de développer un caillou plus gros que les autres animaux. Parce que là-dedans, il y a ce cerveau formidable qui permet de juger quand un danger arrive et quand quelqu'un veut menacer mes enfants, je sais quoi faire, je me défends. J'ai préparé mes réponses. Je vous présente deux garçons qui sont appuyés au mur, au feu de circulation là. Le feu de circulation est ici. Et c'est un long boulevard de 4 voies. 2 là, 2 là. Les deux garçons désensibilisés sont appuyés au mur. Et il y a une vieille dame à côté d'eux. La lumière s'allume avec un petit personnage qui dit « piéton ». La vieille dame commence à traverser. Mes deux copains regardent la vieille dame traverser, sans aucune émotion, sans aucune inquiétude. Elle est à peine rendue au milieu. Elle marche lentement. La lumière change. Le petit bonhomme disparaît. Et c'est le feu vert pour les véhicules. Un véhicule qui s'en vient rapidement là-bas. Le feu est vert. Mes deux cocos, la vieille va se faire écraser. Incapable de réagir autrement que de tirer plaisir de la peine, de la souffrance que quelqu'un va subir quand la voiture va entrer en collision. Et ils sont même contents d'être là pour être témoins. Désensibilisés, plus aucune empathie. Je les remplace par deux autres qui ont de l'empathie. Tu sais ce qu'ils font? Ils voient l'auto qui s'en vient. Il y en a un des deux qui va dans le milieu de la rue et qui fait signe, grand signe avec ses deux bras. Et l'autre tient la vieille par la main, le bras, et le fait traverser la rue. Le chauffeur de l'automobile est fauché. Dégage! Quand tu as de l'empathie, tu es capable de porter secours et de prendre soin. Il y a dans ce collège des élèves qui ont du plaisir à utiliser l'appareil qui est là, qui sert à manger et à parler. Ils ont du plaisir à l'utiliser chaque jour pour se moquer de quelqu'un, pour harceler quelqu'un, pour intimider quelqu'un, pour ridiculiser quelqu'un. Et ils ont beaucoup de plaisir à le faire. Et leurs copains qui sont désensibilisés, ils rigolent. On est bien au numéro number 8. Jacques Brodeur, on écoute bien sa question. Habituellement, les élèves ont de la difficulté à répondre. Quelles sont les 3 paroles méchantes, humiliantes, que tu entends le plus souvent prononcées par des élèves de ton collège? Tu mets ta réponse au numéro 8. Trois paroles méchantes que tu as entendues prononcer par des élèves de ton collège, et ce n'étaient pas des paroles pour faire plaisir à quelqu'un. Quand tes 3 paroles méchantes sont écrites, tu sautes une ligne, tu t'en vas au numéro 9. On a donc dans ce collège, qui n'est pas pire ni meilleur que les autres, dans les quartiers riches, dans les quartiers pauvres, c'est à peu près toujours les mêmes paroles que les élèves me citent. Je vérifie avec vous au numéro 9. Pour vérifier s'il y aurait des élèves dans cette salle qui sont tellement désensibilisés, ils n'ont pas pensé d'écrire le mot que j'ai entendu ailleurs. Ils me regardent comme il faut. Number 9. Number 9. Numéro 9. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu un élève du collège
répéter la parole méchante suivante. Salope. Vous avez vu, Madame la directrice, que les élèves, avant de lever la main, ils ont réfléchi. Et là, je les félicite. Est-ce que quelqu'un dans cette salle a déjà entendu un élève du collège appeler une personne pétasse? Merci, j'ai entendu un seul son. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu un élève du collège en appeler un autre PD? Merci. Et est-ce que quelqu'un a déjà entendu un élève du collège se moquer d'un autre à cause de sa rondeur? Un petit peu plus gros ou rond que les autres. Merci. Au numéro 9. J'avais écrit des mots au numéro 8. Au numéro 9. Charles Broda vient de prononcer des mots qu'il a entendus dans d'autres collèges. Salope, pétasse, PD, gros ou grosse. Écrit au numéro 9, lequel de ces paroles méchantes-là t'as entendu le plus souvent dans ton collège? En choisis une. Tu ne peux pas les mettre tous les quatre. Number 10. Number 10. Si le gars qui est à côté de toi, qui utilise ces paroles-là, le gars ou la fille, hein, qui utilise ces paroles-là, le fait devant toi, et que tu rigoles, tu es aussi désensibilisé que le blagueur. Si c'était vraiment ton ami, tu lui donnerais un bon petit coup de coude dans les côtes, ici, à l'endroit où on a connaissance, et tu lui dirais, tu peux changer ton style d'humour, tu sais, la tienne, on l'a déjà entendu plusieurs fois, tu peux te moderniser. Si, ça tu fais ça si c'est ton ami, et si tu n'as pas peur, parce que ça se pourrait que tu aies peur. Parce que si tu te mets à donner des leçons à ton copain qui est méchant avec les autres, peut-être qu'il va être méchant avec toi. Number 10. Jacques Brodeur a inventé un sport plus difficile que tous les sports qu'on connaissait. 10 jours sans écran. Avec la baguette magique de Harry Potter. Je viens de rendre tous les écrans de France défectueux. Il n'y en a plus un qui fonctionne. Ils sont tous tombés en panne, avec un coup de baguette. Tu sais très bien que je n'ai pas de baguette. Qu'est-ce que je te demande, c'est d'imaginer. Imaginez quoi? Si tous les écrans de France tombaient en panne, qu'est-ce que tu ferais à la place? On est au numéro 10, tu m'écris les 3 choses que tu aimerais faire s'il n'y avait plus d'écran. Trois choses que tu aimerais faire s'il n'y avait plus d'écran. Et au numéro 11, tu me nommes 3 personnes avec qui tu aimerais faire ces choses. Et si tu m'écris Éric, j'aimerais bien qu'à côté d'Éric, tu me dises si c'est ton papy, ton copain ou ton petit frère. Donc au numéro 10, tes 3 choses préférées. Au numéro 11, les 3 personnes avec qui tu aimerais les faire. Numéro 12.
Voici le lobe frontal d'un élève de ton collège. Il y en a. Qui n'ont pratiquement jamais développé leur lobe frontal. Ils ont rigolé tout petit quand ils regardaient les Tortues Ninja au Pokémon. Ils n'ont vu rien de mal là-dedans. Ils ont tué des tonnes de personnes sur Fortnite ou Call of Duty, n'importe quel. Ils ont envoyé des centaines de flammes, des milliers de flammes sur Snapchat. Rien que de penser qu'ils pourraient plus avoir de temps pour aller là-dessus, on a parfois des élèves de troisième qui s'évanouissent. C'est pour ça qu'avant de donner mes conférences, on téléphone aux pompiers pour leur dire de se tenir prêt à intervenir. Alors si on avait eu aujourd'hui un élève qui se soit évanoui en entendant plus d'écran tous tomber en panne, ils étaient prêts à venir ranimer le pauvre gars ou la pauvre fille. Le lobe frontal que les fabricants de jeux vidéo, les fabricants de Tortues Ninja, les fabricants de Hasbro, les dessins animés d'Hasbro, le lobe frontal parfait pour eux autres, c'est celui-là qui est là. Ils vont tout faire pour le neutraliser. Pour pas qu'il te réveille. Pour pas qu'il t'empêche d'avoir du plaisir. Voici un lobe frontal, mes chers amis, et la liste de tout ce que ça peut faire. J'ai laissé l'image en anglais parce que toutes les lignes sont compréhensibles facilement. J'ajoute peut-être quelques mots sur une des lignes. Impulse control. Impulse control. Dans ton cerveau, parfois, il y a des choses qui te font beaucoup fâcher. Et si tu n'as pas contrôlé tes impulses, tes impulsions, ben, tu fais quelque chose que tu regrettes après. Mais il est trop tard. Dans ton pays, en France, tous les 3 jours, en France, il y a un bébé de moins de 3 ans qui est assassiné par ses parents. Tous les 3 jours, il y en a un. S'il y a 365 jours par année, divisé par 3, ça veut dire 120 quelques. Il y a quelqu'un qui a besoin de contrôler ses impulsions. Je lisais hier que depuis le 1er janvier 2019, il y a 121 femmes ou filles qui ont été assassinées par leur conjoint. Ils ont probablement rigolé quand ils étaient en 3e. Quand ils entendaient un copain se moquer d'une fille en l'appelant par toutes sortes de mots dégradants. Ils ont probablement rigolé. Et le jour où il est avec une, et il pourrait commencer à en prendre soin et lui porter secours s'il arrive malheur, non. Quand il se fâche après, il n'y a plus de contrôle des impulsions. 121. Ils ne sont pas tombés en bas du World Trade Center. Ils n'ont pas été fusillés par Daesh. Ils ont été tués par un papa, une maman, un copain. Les bébés et les femmes. Jacques Brodeur, il aime les écrans. J'aime les écrans. C'est pour ça que je ne demande pas de tous les casser et de tous les détruire. Mais je veux que le cerveau des élèves à qui je parle devienne assez fort pour dire aux écrans, chut, tu te tais et tu me fiches la paix pendant au moins 10 jours. Jacques Brodeur, à toutes les fois qu'il y a une école qui a fait le défi du jour sans écran ou un collège, il y a des élèves qui ont trouvé ça très difficile. C'est normal. On joue contre des professionnels, mes amis. C'est pas un match d'une soirée, comme les Bleus. Les 10 jours. Et Jacques Brodeur, quand quelqu'un veut le faire, son sport, il est content. Mais quand quelqu'un ne veut pas le faire, la personne est libre. 10 jours sans écran pour sauver les fonctions de mon lobe frontal qui sont sous-développées. Mesdames, Messieurs, je te demande de regarder comme il faut les éléments, les compétences du lobe frontal qui sont à l'écran et tu écris au numéro
12. 12. 12. 12. Numéro 12. Tu choisis la fonction du lobe frontal que tu trouves la plus importante à préserver. C'est ton lobe frontal. Ils font tous ça, les lobes frontaux. Tous. Moi, je veux savoir laquelle de ces compétences-là tu trouves plus importante de préserver. Numéro 13. Jacques Brodeur est venu ici parce qu'il y a une directrice de collège, une principale de collège qui a dit oui, on veut le faire venir. Il y a une autre personne qui est intervenue dans la décision, c'est la mutuelle. Ils assurent des gens contre des risques, des dangers qui peuvent arriver, des maladies, des accidents. C'est eux qui ont payé pour me faire venir. Et là, je suis sur le point de terminer ma conférence et j'ai besoin de savoir de toi la note sur 10 que je mérite pour le travail que j'ai fait devant la salle ce matin. Tu me donnes une note sur 10, tu réfléchis comme il faut avant de la marquer. Parce que des fois, tu l'écris un peu vite. Tu en choisis une note sur 10, tu me l'écris sur la feuille, et à côté de la note, tu me donnes quelques mots d'explication pour que je comprenne comment j'ai fait pour mériter cette note. Tu ne regardes pas sur la feuille d'à côté. Toutes les réponses sont bonnes. Quelques mots d'explication. Numéro 14. Il y a une image qui vient d'apparaître au tableau. Là, tu finis ton numéro 13. Finis ton numéro 13. 10 secondes encore. C'est sûr que ta réponse est complète. Numéro 14. Je t'ai demandé tout à l'heure si tu connaissais Fortnite. Non. Je reprends. J'efface. J'ai demandé tout à l'heure si tu connaissais Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook et autres. Ces réseaux sociaux-là, ils ne sont pas là pour tes beaux yeux. Ils sont là parce que ça rapporte. Et ils se nourrissent de quelque chose. J'aimerais que tu écrives au numéro 14. Qu'est-ce que cette image essaye de nous dire? Tu mets ta réponse, s'il te plaît, au numéro 14. Qu'est-ce que cette image essaye de nous expliquer, de nous faire comprendre? Qu'est-ce que cette image essayait de me faire dire, de nous faire comprendre? Numéro 15. Voici une feuille de points pour le défi 10 jours sans écran. Ça commence un mardi et ça se termine un jeudi. Un point le matin, entre le moment où tu ouvres l'œil chez toi et le moment où tu rentres au collège, tu réussis à garder les écrans fermés, tu viens de marquer un point. Tu mènes 1-0.
Le midi, si tu manges au collège, le point est gagné facilement. Et tu vas manger chez toi, la télévision, les écrans t'attendent. Ils t'aiment. Si tu réussis à ne pas regarder les écrans le midi, tu mènes 2-0. Le troisième point, c'est l'après-midi. Le collège est fini, tu t'en vas chez toi. Jusqu'à l'heure du repas, tu ne regardes aucun écran, tu mènes 3-0. Le quatrième point, c'est pendant le dîner. Jacques Brodeur, l'inventeur du défi, qui coach des dizaines et des centaines d'écoles, il ne peut pas marquer, il ne peut pas monter sur le terrain et marquer point Didier Deschamps. Moi non plus. Mais je dis, le quatrième point, si tu veux le marquer, il va falloir que tu convainques ton papa et ta maman que pendant le repas, la télévision et les écrans doivent rester fermés. On fait quoi pour le quatrième point? Regarde-moi bien comme il faut. On fait conversation familiale. Papa chéri, dans notre école, il y a un jeu de fou. Je vais essayer de le gagner. Et pour gagner le quatrième point, l'inventeur du jeu qui est venu nous parler ce matin, il nous dit qu'au repas, il faut garder les écrans fermés, il faut faire conversation familiale. Au numéro 15. Qu'est-ce que c'est une conversation familiale? Tu me racontes ça, s'il te plaît. « 20 secondes. Numéro 16. Le cinquième point, c'est le point de la soirée. Dans tous les collèges, dans toutes les écoles, le point le plus dur à marquer, c'est le point de la soirée. Je dis donc à tous les élèves qui sont mordus de jeux vidéo, de réseaux sociaux, d'émissions de télévision, de n'importe quoi, sur écran, je leur dis, si tu as à sacrifier un point, sacrifie celui de la soirée, fais tout ce que tu as à faire durant la soirée. Au moins, tu as remarqué tes 4 autres points avant. Donc, tu es rendu 4-1. Et le 6e point de la journée, c'est le point de nuit. Il faut que tu prennes ton téléphone ou ta tablette. Tu le mets sur ton bras. Tu lui fais des petits câlins, des bisous. Et tu sors de la chambre et tu vas le déposer sur une table. Oui, mais ça vibre assez pour que le son se transmette par le plancher et tu vas te réveiller. Et je t'annonce tout de suite que le 6e point, on l'a ajouté quand on s'est aperçu que les élèves qui n'avaient pas le téléphone dans la chambre, ils dormaient plus longtemps et plus profondément. Et ils ne se devaient plus reposer. J'ai besoin de savoir au numéro 16, je te le demande, je veux la vérité, est-ce que tu as envie d'essayer le défi 10 jours sans écran? Tu mets ta réponse, s'il te plaît. Numéro 17. L'image qui est au mur, il y a 3 personnages là-dessus. 2 adultes et un enfant. J'aimerais au numéro 17 que tu me dises à quoi l'enfant est-il en train de penser? Tu mets ta réponse au numéro 17. Je lis la phrase que vous ne pouvez pas lire parce qu'elle arrive au mauvais endroit. Votre téléphone portable a dû remplacer votre montre, votre appareil photo, votre calendrier, votre réveil. S'il vous plaît, ne le laissez pas remplacer votre famille. C'est la phrase qui est là.
Mais moi, c'est pas ça la question que je pose. C'est le petit garçon, à quoi il est en train de penser d'après toi? Et toi qui choisis. Mais il n'y a pas de mauvaise réponse. « 20 secondes. « 18. L'image qui est au mur. L'image qui est au mur. Qu'est-ce que cette personne-là qui a fait ce dessin-là? Quel est le message que veut nous envoyer cette personne? Tu mets ta réponse au numéro 18. Quel est le message transmis par cette image? Numéro 19. Cette image, quel est le message qu'elle nous envoie, cette image? Quel message cette image nous envoie-t-elle? Quel message cette image nous envoyait-elle? Il y a un gars qui est en train de couler, de se noyer. Les autres ont tous leur téléphone. Numéro 20. Voici une caricature humoristique qui vient des États-Unis. À gauche, une automobile Pinto avec défectuosité a causé la mort de 27 personnes. Immédiatement, règlement, loi, interdiction de vendre des Pinto. À l'image du centre, un médicament vendu pour atténuer la douleur. Après avoir causé 7 morts, 7 décès. On rappelle toutes les pilules qui sont sorties ce jour-là, en même temps que celle qui fait défaut. Et à droite, vous avez une arme à feu qui a causé la mort de 32 000 personnes. Aucune loi, aucun règlement, aucun rappel. On continue d'en vendre et d'en vendre et d'en vendre. Qu'est-ce que cette image essaye de nous dire, s'il vous plaît? Essaye de nous dire, s'il vous plaît, ta réponse au numéro 21. Votre réponse est écrite. Je vous laisse lire ce qui apparaît à l'écran. C'est un nouveau mot. J'en ai un autre nouveau mot. Nomophobie. Nomophobie. Phobie, c'est une peur maladive. Ce n'est pas une petite peur craintive, passagère. Non, non. C'est rentrer jusqu'à l'os. Nomophobie. Une phobie. No,
c'est le mot français non. Et mot est les deux premières lettres du mot anglais pour l'appareil que vous appelez, vous en France, un portable. La nomophobie, c'est une peur maladive de perdre son téléphone. Dans un sondage que j'ai lu il y a 3 ans, réalisé en France, 80% des répondants disaient ne pas pouvoir se passer de leur téléphone plus de 24 heures. Et la moitié ont tellement peur qu'ils s'en achètent un deuxième. Alors, s'ils perdent le premier, ils sont sûrs. Nomophobie. Le médecin au coin de chez vous ne connaît même pas le nom encore. Et pourtant, il y a des milliers, si ce n'est pas des millions de personnes malades de nomophobie. Quand on fait le défi sans écran, les élèves qui sont nomophobes, ils sont obligés de bien se préparer pour réussir à gagner des points. C'est le monsieur Dimitri Christakis qui a découvert que la télévision, quand tu es petit, fait perdre la concentration plus vieux. Et c'est lui qui avait analysé l'effet de Bob l'éponge. Aux États-Unis, un rapport récent indique que la population maintenant a un taux de capacité d'attention inférieur au poisson rouge. Le poisson rouge est capable de rester les yeux braqués pendant 9 secondes. La moyenne aux États-Unis serait descendue, selon cette étude, à 8 secondes en 2016, alors qu'en 2000, c'était 12 secondes. Voici un monsieur qui a inventé les Simpsons. En 2 ans, il est devenu millionnaire. En 5 ans, il est devenu milliardaire. Il avait un fils de 7 ans, interdit de regarder les Simpsons. 8 ans, 9 ans, 10 ans, interdit de regarder les Simpsons. 11 ans, il revient de l'école enragé. « Papa, je te déteste. Tous mes copains à l'école regardent les Simpsons. Je suis le seul qui n'a pas la permission. » Mesdames, Messieurs, Matt Groening interdisait à son fils de 12 ans de regarder les Simpsons. Au numéro 22. D'après toi, pourquoi Matt Groening interdisait à son fils de 12 ans de regarder les Simpsons? Tu lui donnes ta réponse. Il n'y aura pas de numéro 23. On peut ouvrir la porte, s'il vous plaît, pour avoir un peu d'air. Écoutez bien ce qu'on va faire avant de terminer. À toutes les questions que j'ai posées, tu as une réponse. Des fois, tu n'as pas de réponse. Je donne la permission aux élèves qui n'ont pas de réponse d'aller voir quelqu'un, un copain ou une copine qui est dans la salle, et aller regarder la réponse de son ami. Ça va durer 2 minutes seulement. Les autres qui ont toutes les réponses, ils ne bougent pas. Toutes les personnes à qui il manque des réponses, vous pouvez aller voir, consulter la feuille de quelqu'un. Je vais maintenant demander à quelqu'un de ramasser les feuilles, s'il vous plaît. Je vais choisir. D'habitude, je choisis des élèves qui sont distraits, mais vous avez tous été attentifs. Mais il y en a un qui a travaillé très dur pour rester attentif. Je l'avais à l'œil, mais j'ai obligé de le féliciter. Tu vas ramasser les feuilles de ce côté-là, s'il te plaît. Et de ce côté-ci, est-ce qu'on a quelqu'un qui a souffert très durement de rester attentif tout ce temps-là? Personne? Il y en a un qui... Toi, vas-y. Mais t'as réussi, hein? Je remercie
les personnes qui ont apporté le cadeau pour vous, le petit calepin de notes et le crayon. Et avant de partir, de quitter cette salle, c'est sûr que les gros amateurs, les gros champions de jeux vidéo et de réseaux sociaux, ils pourraient être fâchés après moi. La seule façon de savoir, c'est de lire les réponses. Et ensuite, de faire ce que font mes deux compatriotes, Céline Dion et Garou. Maintenant que vous n'avez pas de crayon dans les mains, ni de feuilles, on va prendre seulement 5 secondes, attention, pour applaudir pas n'importe comment. Si tu avais hâte que ça finisse parce que tu n'en trouvais plus, et puis tu as trouvé ça plus ou moins intéressant, tu ne tapes pas fort, tu fais semblant. Si tu as trouvé ça un peu plus intéressant, tu tapes un peu plus fort, tu étais très content que je sois là, ben, t'applaudis au maximum. Les adultes, pas le droit de participer. Non. Ah ben vous, exceptionnellement, vous. On y va, c'est parti. J'ai jamais vu des élèves de 3e quitter une salle calmement. On essaye? A assisté à la conférence et il voulait me dire quelque chose. Donc j'ai trouvé ça super parce que ça nous fait réfléchir au temps qu'on passe sur les écrans, que ce soit réseaux sociaux, jeux vidéo, télé, et enfin j'ai trouvé ça super. Voilà. D'accord. Et les autres, pareil? Ah oui. Parmi tous les dommages que font les écrans, la perte d'attention et tout, désensibilisation et tout, d'après vous, c'est quoi le dommage le plus grave? Bah, c'est la déconcentration. Oui. Quand à l'école on est déconcentré et tout, je pense que c'est ça. Et toi, tu en fais souvent du réseau social? Oui. Et lequel? Instagram. Instagram, toi? C'est ton favori? Oui. Et peut-être beaucoup de copines aussi? Oui. D'accord. Moi, c'est le temps qu'on passe sur nos écrans, de passer avec notre famille. Enfin, on ne parle pas souvent avec eux à part au repas. Donc, c'est ça aussi qui est grave. Donc, voilà. Et vous êtes plusieurs dans la famille? Oui. Garçon, fille? Oui, on est 4. 4. 2 gars, 2 filles? Oui. Et puis papa, maman, ils ne regardent pas la télé pendant leur repas? Non. Non. Moi, un petit peu pareil. Tu me regardes, oui. Maman, un petit peu pareil aussi, la déconcentration, le temps qu'on passe sur les écrans. On n'a pas trop le temps de discuter avec nos familles, raconter la journée, comment ça s'est passé et tout. Et les paroles méchantes au collège, moi, j'ai pas lu les réponses encore, mais là, les élèves les ont écrits, les paroles méchantes. Et les paroles méchantes, vous les entendez rarement ou souvent? Il y en a qui sont pour rigoler, mais il y en a qu'on entend qui sont pas forcément pour rigoler. Par exemple, celle qui revient le plus, c'est PD pour moi. Oui, aussi, les autres? Paroles méchantes? PD? Rien d'autre? Ah, si. Ouais. Vous, ils disent pas « nique ta mère ». C'est rendu chez vous, ça? Oui, bah oui. OK. Et c'est fréquent? Oui. Et c'est quoi, ça rigole quand quelqu'un le dit? Oui, enfin généralement oui. Oui, généralement, mais Mais, enfin, c'est pas très drôle, quoi. oui. Alors, le défi sans écran, vous, ça vous choque ou ça vous intéresse? Ah, moi, ça nous intéresse. Oui. Ah oui, beaucoup. Et donc, vous voulez avoir des feuilles Oui. de pointage? Oui. Et vous savez que vous allez pouvoir en apporter chez vous, vous proposer à votre papa, votre maman, vos frères, vos sœurs, vous pouvez me prendre autant de feuilles que vous voulez. C'est bon? Alors, je vais en discuter avec la directrice parce qu'on n'a pas encore discuté. Et là, vous voulez vérifier s'il y avait de l'intérêt. J'ai hâte de lire les réponses. Mais même s'il n'y a pas beaucoup de monde, on peut fournir la feuille à ceux qui veulent. Mais merci beaucoup. Merci. Alors vous, je pense que vous êtes le lobe frontal le plus développé de tous ceux qui étaient là. Hein. À mon avis, vous avez réfléchi, vous êtes revenu voir Jacques, bravo. Mais attention, Caroline. Marie. Caroline. Marie. Bon, vous pouvez passer, Caroline. Elle est là. Attention, les lobes frontaux, quand quelqu'un ne l'a pas souvent développé et qui part avec un lobe frontal tout excité,
il ne peut pas dire ce que ces quatre-là font. Parce qu'eux, ils étaient arrivés déjà prêts à recevoir le message. Et les autres peuvent se développer aussi rapidement. Ah. Mais au début, c'est gênant d'avoir un lobe frontal. Parce que tes copains vont dire quoi? C'est dur, c'est dur. Donc, merci beaucoup. Adios. À la prochaine. Merci.